Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les entreprises qui avaient placé leur trésorerie en bourse aussi, elles aussi ont eu des pertes importantes, ce qui les a conduits à réduire leur stock et donc leur production. Vous voyez un peu l'effet boule de neige, l'effet domino, on dirait aujourd'hui. Ça a exacerbé la contraction économique. En un an, la production industrielle mondiale a baissé de 12% et le commerce international a reculé pour la première fois depuis le début de la décennie. Chaque mois, de nouveaux pays vont entrer en récession. Et surtout, la reprise, qui plusieurs fois pointe un bout de nez timide, tarde à se manifester. Deuxième grand choc, 1931. Vous avez une crise financière internationale qui cette fois part d'Europe centrale, qui renverse en quelques mois le système de réserve, l'étalon or, jusque dans le pays qui en était à la fois le symbole et le défenseur depuis 2 siècles, la Grande-Bretagne. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça aggrave la dépression qui atteint à ce moment-là son paroxysme en 1933. On parle de l'or comme étant une valeur refuge. À ce moment-là d'ailleurs, c'est sur l'or finalement que se base tout. Vous avez aux États-Unis Fort Knox, c'est à Fort Knox qu'est basé l'or, la réserve d'or américaine, puisque c'est sur cet or qu'on émet de la monnaie, même si aujourd'hui ça a plus de sens. Quand même l'or perd de la valeur, voilà ce que ça donne. Et à cette date, la production industrielle mondiale est en recul de plus de 40%. Le chômage atteint des niveaux jamais envisagés jusque-là. 5,5 millions de chômeurs en Allemagne, 12 millions aux États-Unis, soit dans les 2 cas environ 25% de la population active. De la population active, j'ai bien dit. C'est-à-dire celle qui travaille. La crise devient forte même dans des pays initialement moins atteints, comme l'Espagne ou la France, notamment dans l'industrie. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, est-ce qu'il y a eu un effondrement des échanges commerciaux dans le monde ? Eh bien, c'est le résultat d'un enchaînement de décisions économiques et de conséquences indirectes provoquées justement par la Grande Dépression. Avec la crise, je vous ai dit, les entreprises font faillite, les banques ferment et des millions de personnes perdent leur emploi. Sans revenus, donc les gens achètent moins. C'est un autre cercle vicieux qui se met en place. Donc non seulement ils achètent moins dans leur propre pays, mais en plus, ils achètent encore moins des produits venant de l'étranger. La demande mondiale pour les biens et les services s'effondre. Et pour protéger leurs économies qui s'affaiblissent, beaucoup de pays ont décidé d'augmenter les taxes sur les produits importés, ce qu'on appelle les droits de douane. Et ça, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est ce qui se passe avec les États-Unis, la Chine, le Canada et les pays d'Amérique du Sud, ce que fait le gouvernement de Donald Trump. Ces mesures visent à encourager les gens à acheter des produits fabriqués localement. Mais en fait, très souvent, et c'est pour ça que l'histoire, il faut la connaître, parce qu'attention, ce qui peut se passer, ça a souvent l'effet inverse. Les échanges entre pays sont devenus beaucoup plus coûteux, les exportations ont chuté, parce que les autres pays, évidemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui, répliquent en augmentant aussi leurs propres taxes. Vous avez un exemple célèbre, c'est la loi Smoot-Hawley, qui a été adoptée par les États-Unis en 1930, qui a augmenté drastiquement les droits de douane sur des centaines de produits. Ça a provoqué une guerre commerciale, chaque pays tentant de protéger son marché au détriment des autres. Avant la crise, les banques et les entreprises des pays riches comme les États-Unis prêtaient beaucoup d'argent à d'autres pays, notamment en Europe, pour se relever. Mais après 1929, les États-Unis ont rapatrié cet argent pour sauver leur propre économie. Que se passe-t-il aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine ? Les États-Unis viennent de couper les fonds pour l'Ukraine. Que va-t-il se passer ? L'histoire peut nous aider à comprendre ce qui peut se passer. L'histoire n'est pas là pour juger. Encore une fois, je ne juge pas. Je dis juste, attention, l'histoire a déjà connu. On peut peut-être regarder. Les banques européennes, à l'époque déjà fragiles, se sont effondrées à leur tour, ont coupé les circuits financiers nécessaires pour financer les échanges internationaux. Et enfin, pour rendre leurs exportations plus compétitives, certains pays ont volontairement abaissé la valeur de leur monnaie, ce qu'on appelle une dévaluation. Mais ça a créé des tensions économiques extrêmement importantes parce que d'autres pays ont fait la même chose, ce qui a encore plus aggravé l'instabilité du commerce mondial.
Je souris, mais c'est pas drôle du tout. Malheureusement, beaucoup d'analyses se limitent à la crise américaine. Sur ce sujet-là, on dit la crise de 29, voilà, et normalement, on peut s'arrêter là. Or, il faut absolument, au contraire, agrandir le spectre de notre observation. Parce que là, on est en tant qu'observateur, nous, aujourd'hui, près de 100 ans, un siècle plus tard. La crise de 29 ne peut être comprise en dehors d'une vision géopolitique de long terme. Elle apparaît comme déterminée largement par les deux chocs majeurs qui affectent l'ensemble de la vie économique, sociale et politique de l'entre-deux-guerres. C'est la Grande Guerre, bien sûr, 14-18, et la Révolution russe. Le modèle soviétique, qu'il soit réel ou imaginé, encore une fois, pas de jugement, entraîne une exigence de nouveaux droits politiques et sociaux dans les autres pays, bien sûr. En résulte alors une polarisation de la vie politique, une radicalisation de la droite répondant à la poussée de l'opinion à gauche. L'impact de la Grande Guerre est encore plus direct parce qu'elle bouleverse les finances publiques, la monnaie, les relations économiques internationales, les modalités de l'intervention de l'État, selon des formes qui toutes vont déterminer fortement le démarrage de la crise. Je fais une parenthèse. Avant 1917, peu de gens le savent, mais en France, par exemple, il n'y a pas de ministre de l'économie. L'État ne met pas les doigts dans l'économie, n'a jamais mis des doigts dans l'économie, ne s'intéresse pas à l'économie. Il met ce qu'il faut pour que l'économie tourne bien, mais ce n'est pas lui qui règle l'économie. À partir de 1917 et Clémenceau, l'État met les doigts dans l'économie et on voit à quel point ça a bien fonctionné. Bref, je ne juge pas, je constate, c'est tout. Ajoutez à ça la crise de surproduction structurelle des années 20-30 dont je vous ai parlé, un déséquilibre économique marqué par une production encore une fois excédentaire par rapport à la demande. Encore une fois, plusieurs facteurs ont contribué à cette situation. D'abord, les transformations sectorielles, avec le déclin des industries traditionnelles comme la sidérurgie, la montée de nouvelles activités comme la chimie, l'automobile. Tout ça a créé, si vous voulez, une instabilité économique et même, j'allais dire, sociale. Vous avez aussi un désajustement dans l'agriculture qui résulte de politiques et de comportements très inadéquats, qui a entraîné un effondrement des prix agricoles, affectant l'ensemble des économies, y compris les économies industrialisées. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure. Regardez mieux, en tout cas de façon plus intense, plus précise, ce qui est en train de se passer en ce moment. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.